ce fameux conflit-là. Donc, récemment, nous avons tous appris que voilà, le Ghana qui voilà, notifié à l'État togolais que, comment dire, qui vont porter l'affaire sur la délimitation maritime frontalière devant l'arbitrage international pour régler le conflit. Voilà. Donc, ça veut dire que au niveau, la frontière maritime n'est toujours pas délimitée jusqu'à présent, ce qui crée déjà un conflit entre les deux États, puisque le Ghana mène des recherches en hydrocarbures dans la zone de Keta, voilà, dans la zone maritime là, voilà. À partir du moment où il n'y a pas de délimitation, ça pose problème. Le Togo dit non, pas question que des recherches à partir du moment où il n'y a pas eu de délimitation et que voilà, ils avaient mis en place voilà, un cadre de dialogue entre les deux pays pour trouver un consensus et arriver à une délimitation. Mais ça fait déjà plus de 10 ans que bon, ça traîne et le Ghana a décidé unilatéralement de porter l'affaire devant les instances internationales. Et donc, on va aborder cet aspect-là, mais sur un plan purement, pas purement juridique, il y aura la partie juridique, mais aussi la partie, voilà, de ressources en hydrocarbures là-dessus, qu'on va aborder aussi. Donc, vous voyez comment on dit ça, l'image devant vous, il y a voilà, les zones maritimes, vous voyez le Ghana, vous voyez le Ghana, vous voyez le Togo, voilà. Vous voyez dans la manière dont, je ne sais pas si vous voyez bien les petits tirets là. Attends, voilà, les tirets entre le Togo et le... Oui, on voit bien, t'inquiète pas, on voit bien. Les petits tirets là. Voilà, c'est comme ça que le Ghana lui voudrait bien que la frontière maritime soit délimitée. Attention, ma batterie est faible, je vais la charger. C'est bon. Donc, voilà, c'est comme ça que le Ghana voudrait bien que, voilà, que la délimitation se fasse comme ça. Vous voyez, se fasse de cette manière-là. Et de cette manière-là, qu'on appelle équidistance. D'accord, une délimitation équidistance. En gros, si vous voulez, c'est une méthode, géométrique. Ceux qui ont déjà fait la mathématique, vous avez sûrement entendu parler de l'équidistance. Donc, c'est une méthode géométrique utilisée en droit de la mer pour tracer une frontière maritime entre deux États. Donc, elle consiste à tracer une ligne dont chaque point est égal à distance des côtes des deux États. Donc, en gros, on identifie, vous allez voir, on identifie 2 points de base sur chaque côte. On trace des arcs de cercle ou encore de segments qui va relier les points équidistants. Et ensuite, c'est le résultat est une ligne continue qui sépare les espaces maritimes. Donc, ça a un fondement juridique. Déjà, on le retrouve dans la Convention de Genève de 58, à l'article 6. Également sur la Convention de Montego Bay de 1982, à l'article 15. Donc, le problème, c'est que si on fait cette tracé-là, si on utilise l'équidistance, si on le fait comme ça, ça n'arrange pas le Togo. Si on fait cette tracé-là, vous allez voir que ça n'arrange pas le Togo. Et c'est en droit international, en droit de la mer, dans la jurisprudence internationale, il y a cette règle-là de l'équidistance qui est également pratiquée, mais il y a aussi celui de l'équité. Il y a le principe d'équité aussi qui est appliqué par la jurisprudence. Voilà, donc, en gros, vous voyez un peu la côte du Togo. Et ici, vous voyez Lomé. Voilà. Déjà, avant de commencer, vous voyez ce qu'on appelle côté convexe et côté concave. Donc, quand on prend la côte du Togo, c'est une côte concave. Il y a la concavité.
voyez la manière dont c'est penché, quoi. Quand vous voyez le Togo, c'est sur une rectangle là qui est un peu penché vers l'ouest, quoi. Donc quand vous voyez en bas ici comme ça, c'est concave, la côté est concave. Et quand on a des jurisprudences, hein, en droit international comme l'affaire du plateau continental, voilà, et où où la jurisprudence a eu à rejeter l'équidistance, c'est-à-dire l'équidistance, celui qui est pratiqué ici, voilà, on s'est fait tracer là. Si on fait ces tracés là, ça n'arrange pas le Togo, d'accord, ça n'arrange pas du tout le Togo. Le Togo va se retrouver un peu coincé, hein, d'accord, va se retrouver coincé entre le Bénin. Tu vois, si on trace ça comme ça, bah, ça n'arrive pas. D'autant plus que si on trace comme ça et que le Ghana, si le Ghana trouve du pétrole dans la zone là, ici, dans cette zone là, il y a du pétrole, et que le Ghana fait du forage ici, c'est-à-dire que tout le pétrole, hein, qui vont se retrouver au niveau du Togo, vont se déverser directement au Ghana. Puisque le Togo est penché vers l'ouest, tout ce qui est là, ça va déverser directement au Togo ici. Vous voyez un peu. Donc si on trace ça comme ça, non seulement ça ne nous arrange pas si jamais il y a l'hydrocarbure, si c'est confirmé. Et de deux, bah, le Togo va se coincer, hein, entre le Togo et le Bénin, le Togo va se coincer au niveau maritime. Donc l'application stricte de la règle de l'équidistance ne s'applique pas, c'est parfois rejeté. C'est rejeté en droit international. Donc nous n'avons pas la CIJ. La CIJ, c'est la Cour internationale de justice, droit de la mer. Hein, rejet de l'équidistance lorsqu'elle produit un effet inéquitable. Donc à partir du moment où ce n'est pas équitable, voilà, la Cour rejette ça. Et moi, ce sont des jurisprudences qui sont disponibles en ligne, hein, que vous pouvez retrouver, mais qui font, je peux vous le dire, qui font 200 pages, voire 300 pages. Hein. Ce ne sont pas des décisions de 10 pages. Hein. Non. Ce sont des décisions de 300 pages, 200 pages, 300 pages. Ceux qui ont déjà fait le droit international savent bien de quoi je parle. Donc c'est ça. Et là, et quand on a une jurisprudence là, du plateau continental, que moi je vais vous donner je vais vous citer quelques exemples. Hein. Voilà, on dit que par exemple, écoutez, moi je vous cite un extrait de l'arrêt. Pour le Bangladesh, le cas des côtes concaves, comme celle située au nord du golfe du Bengale, figure parmi les configurations où l'on a pris pour la première fois conscience du fait que la méthode de l'équidistance produit des résultats irrationnels. Il mentionne à cet effet l'affaire du plateau continental, Jamaria arabe-libyenne contre Malte, dans laquelle la Cour internationale de justice a déclaré qu'une ligne d'équidistance peut donner un résultat disproportionné quand la côte est irrégulière ou fortement concave ou convexe. Voilà, ils savent qu'on fait arrêt CIJ 1985, page 44 à page 56. Vous voyez un peu. Donc, si on veut tracer, on veut faire comme le souhaite le Ghana, si on applique l'équidistance, ça ne nous arrange pas le Togo du tout. Mais à partir du moment où la côte, notre côte, elle est concave, vous voyez, quand on dit qu'une côte est concave, c'est comme ça. Vous voyez sur l'image, c'est comme ça. Quand on dit qu'elle est convexe, c'est comme ça. Donc, c'est le contraire. Concave, c'est le contraire de convexe. Donc, le Togo, c'est ça. Le Togo a une côte, la concavité. Il y a une concavité au niveau du Togo. Donc, c'est ça aussi. Et les autorités togolaises, là, au lieu d'envoyer des gens pour signaler nos lèvres, c'est l'occasion pour vous de venir ici, de noter des jurisprudences. Voilà, parce que vous allez prendre notre argent, notre denier public pour payer des avocats à des millions encore de dollars pour aller défendre ce dossier sur le plan international, voilà, devant les juridictions internationales. Donc, vous avez intérêt à venir à noter les jurisprudences qui arrangent, je dirais, qui vont arranger plutôt notre pays dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est
Ça, c'est un. On a encore d'autres affaires, de jurisprudence encore. CIJ, Barème de 2001. Voilà, correction de l'équidistance pour éviter un effet de coupure. Voilà, si on prend en compte, si on veut tracer l'équidistance, ça risque de couper un peu le Togo. Comment on le dit, le Togo reste, enclavé maritime. Voilà, sur le plan maritime, le Togo va se retrouver enclavé. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Donc, c'est ça aussi. Il y a un autre extrait là que je voudrais vous lire. Attends, je vais voir. C'est quelle affaire? Le Myanmar a fait valoir dans l'affaire du plateau continental. La CIJ a appliqué la méthode de l'équidistance circonstances pertinentes après avoir pourtant noté que la méthode de l'équidistance pouvait donner un résultat disproportionné quand la côte est très irrégulière ou fortement concave ou connexe. Le tribunal observe que la côte du Bangladesh, considérée dans son ensemble, est manifestement concave. De fait, la côte du Bangladesh a pu être décrite comme un exemple classique de côte concave. Dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord, la République fédérale d'Allemagne a expressément évoqué la situation géographique du Bangladesh, alors dénommé Pakistan oriental, pour illustrer l'effet produit par une côte concave sur une ligne d'équidistance. Ensuite, on a quoi encore? Oui. Dans l'affaire, la Cour interne de justice a déclaré que dans le cas d'une côte concave ou rentrante, l'application de la méthode de l'équidistance tend à infléchir les lignes de délimitation vers la concavité, avec pour résultat que la zone qu'elle encadre prend la forme d'une sorte de triangle au sommet dirigé vers le large, ce qui, pour reprendre le terme de la République fédérale, amputait l'état riverain des zones du plateau continental situées en dehors du triangle. Et enfin, voilà, le dernier que moi je vais vous citer, c'est que aussi, en règle générale, on dit qu'en règle générale, il n'existe pas de méthode communément acceptée pour mesurer les effets de distorsion d'une côte concave sur le tracé d'une ligne d'équidistance et pour les compenser. C'est pourquoi, dans les deux seules affaires antérieures de délimitation maritime dans lesquelles les côtes pertinentes ont été expressément reconnues comme concaves, et la méthode de l'équidistance comme n'étant pas appropriée, les affaires du plateau continental de la mer du Nord et l'arbitrage de Guinée contre la Guinée-Bissau, la Cour internationale de justice et le tribunal arbitral ont rejeté l'équidistance comme n'étant pas la méthode appropriée. Pour le moins, la jurisprudence montre que la méthode de la bissectrice a été retenue comme étant la méthode appropriée dans le cas des côtes concaves, même si le nombre de ces affaires est encore limité, car les côtes concaves et convexes sont des caractéristiques géographiques très exceptionnelles de par le monde. Donc, voilà en gros, voilà, et quelques jurisprudences à la matière qui vont quand même permettre à l'État togolais d'aller revendiquer que la frontière maritime soit bien tracée pour lui. Voilà, en se basant sur le principe d'équité, en rejetant la règle d'équidistance, parce que nous avons une côte qui est concave. Donc c'est ça aussi. Voilà, il y a plusieurs arbitrages dans le domaine. Il y a l'arbitrage Bangladesh et Inde de 2014 aussi. Même logique, correction pour éviter une disproportion. Et aussi, nous avons aussi le tribunal international de la mer, le Ghana contre la Côte d'Ivoire. Tout récemment, le Ghana contre la Côte d'Ivoire, c'est récemment en 2017. Voilà, dans cette affaire, le tribunal nous dit que le Ghana ne peut pas invoquer ces concessions pétrolières, voilà, pour figer la frontière.
D'accord? Donc, le fait que si jamais le Ghana, hein, moi j'ai mis, vous allez voir que j'ai mis que le Ghana ne peut pas invoquer ses concessions pétrolières à Keita, hein, est pour figer la frontière. Donc, c'est par rapport à cette jurisprudence-là, hein, du Ghana Côte d'Ivoire. Et voilà, parce qu'il y avait également ce conflit-là, hein, sur la délimitation maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire aussi. Et c'est finalement en 2017 que ça a été tranché. Donc, en gros, voilà, si jamais le Ghana, hein, invoque le fait qu'il fait des recherches pétrolières dans la zone là, que le Togo l'empêche, que ça sa zone, voilà, parce qu'on doit tracer ça, on doit faire l'équidistance pour que lui puisse faire ses recherches, voilà, sur le pétrole dans la zone. Donc, le Togo a des arguments, hein, en citant des jurisprudents pour dire que non, justement, ce n'est pas parce que vous faites des recherches dans la zone que vous pouvez évoquer ça pour figer la frontière. Non. Si la frontière est figée, ça n'arrange pas le Togo, hein. Le Togo va devenir comment dire, pourquoi l'expression m'échappe, je l'ai dit tout à l'heure là, enclavé maritimement, voilà, pour que le Togo ne soit pas enclavé maritimement, en gros c'est ça aussi. Donc moi je ne vais pas revenir sur cette histoire du Togo, hein, allemand, voilà, Togo allemand. Voilà, puisque dans cette affaire de Togo allemand où on a fait, voilà, un référendum pour dire que, voilà, cette partie appartient au Ghana, que aucune autorité togolaise n'a revendiqué jusqu'à présent. Donc ça ne sert à rien aujourd'hui, hein, de venir évoquer ça dans cette affaire-là. Ici, devant les juridictions, cette affaire va être tranchée forcément au niveau, hein, maritime. On va voir les frontières, comment on va délimiter ça. Et il appartient au Togo de trouver des arguments, hein, des jurisprudences, hein, en matière internationale, de trouver de bons avocats, voilà, pour que ça soit bien tranché à notre faveur aussi, ou bien de manière équitable. Voilà ce que... Voilà, je vous laisse ceux qui sont sur le panel avec moi. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi. Donc, je vous laisse la parole sur le sujet. Oui, Ditri. Oui, il y a beaucoup à dire. Hein. Et je te remercie pour cet exposé et surtout les références jurisprudentielles que tu nous as données. Mais moi, je voudrais savoir, dans toutes les jurisprudence que tu as exposé là, que tu as développé, qu'est-ce qui est plus probable là? Qu'est-ce qui est plus probable d'être retenu dans le cas présent, dans le cas d'espèces entre le Togo et le Ghana? L'affaire du plateau continental. Oui. D'accord. L'affaire le plus probable, c'est... Attends, je vais te montrer ça. Qui date de... Oui, cette affaire-là. 69. Oui, c'est une jurisprudence de 69 qui a été repris, voilà, qui a été repris après, quoi. En fait, c'est la base. En tout cas, les avocats du Togo dans cette affaire s'imprègnent bien de cette jurisprudence-là et fassent le nécessaire. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette problématique-là ne date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, visiblement, les choses ont l'air de se tendre. Et le Ghana a mené l'histoire, enfin, a mené l'affaire devant un tribunal arbitral et tout ça. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que déjà, au niveau du Togo, il n'y a eu aucune sensibilisation qui a été faite de la population concernant ce sujet depuis quelques temps, parce que je pense que le sujet était déjà présent depuis quelques années. On n'en a jamais entendu parler. Donc aujourd'hui, je sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent exactement faire? Quel est leur but? Quel est leur objectif? Est-ce qu'ils viennent expliquer ça aux Togolais? Est-ce que, ou bien le seul communiqué qu'on a vu dernièrement là, qui nous dit, bon, le Ghana a envoyé ce sujet devant un tribunal arbitral, a convoqué le Togo, mais eux, quelle est leur position par rapport à ça? On n'en a jamais entendu parler. Et enfin,
Je dois dire que effectivement, ce sujet de frontières maritimes n'a rien à voir avec le sujet du Togo maritime, du Togo britannique. Donc que les gens arrêtent de faire la confusion, c'est deux choses différentes. Et donc là, on attend quand même un sursaut de la part du gouvernement. Je ne sais pas s'ils ont vraiment les moyens pour se faire, mais en tout cas, moi, ça m'inquiète. Parce que si jamais on perd cette affaire, comme tu l'as dit, on risque de perdre une bonne partie de notre accès à la mer et donc se retrouver avec, voilà, déjà qu'on n'a pas tellement de côtes disponibles, on va se retrouver être un pays presque enclavé, quoi. Voilà, donc ce que je peux dire là-dessus, moi, je ne maîtrise pas très bien le fond de ce sujet. Alors, dites, il y a un commentaire, il y a quelqu'un qui dit que le gouvernement a organisé une conférence de presse là-dessus. Je n'ai pas entendu. C'était quand? Ah bon? Ruth, est-ce que tu peux monter là? Oui, si tu peux monter. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la conférence de presse? Bon. Est-ce que ceux qui sont sur le panel, est-ce que vous avez entendu parler de cette conférence de presse sur le sujet? Personnellement, de mon côté aussi non, puisque je ne ça de quelque part, ils essaient de mettre les moyens, donc de mettre les moyens d'arracher les terres, donc ils vont le faire. Maintenant, je te dis merci parce que je ne maîtrise pas. Ceux qui sont en commentaire, je vois que les gens disent qu'ils n'entendent rien. Est-ce que vous attendez? C'est bon? Allô? Oui, ok, c'est bon. Vas-y, Julien. Oui. Donc, je disais que quand il s'agit des questions de ressources, l'État mettra les moyens. Donc, ils vont mettre les mêmes moyens là, comme le Ghana. C'est dommage qu'ils ont laissé ce sujet traîner pendant plus de 13 ans. Eux, ils n'ont pas pris le devant, mais ils vont mettre les bons avocats parce qu'ils savent qu'il y a de l'oseille à se faire. Et donc, ils vont gagner ce procès, je pense. Ils vont gagner ce procès, j'ai pas de doute. Comme ils ont l'habitude de dédommager des gens très tard, ils n'ont qu'à prendre les bonnes résolutions, payer les vrais avocats, ils vont gagner cette histoire. Effectivement, merci en tout cas pour cette recherche. Je suis pas bien en droit maritime, mais je viens d'apprendre quelque chose. Tout ce que je connais, c'est qu'en zone maritime, dans la mer, il y a 3 zones, donc zone territoriale, zone de commerce et puis la zone internationale. Voilà, j'ai appris aussi quelque chose concernant ça. Merci beaucoup. Et je lance même un appel aux jeunes pour que les jeunes prennent leur cahier quand il s'agit de ces élèves-là de venir écrire un peu. Nul n'a la science infuse, mais je pense que les informations que vous sortez ou que nous sortons ici, ça peut vraiment les aider. C'est en tout cas une masterclass, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Et justement, Jeune Junior, tu sais qu'en 2010, il y a eu une prospection d'une entreprise pétrolière, là, Eni, une entreprise pétrolière italienne qui a prospéré au large du Togo et qui a donc découvert qu'il y avait des réserves pétrolières. Mais depuis, on a pu. Alors, c'était sur le bassin. Alors, c'est un bassin, ils disent ce bassin du Dahomey. C'est un bassin qui s'étend du Nigeria jusqu'au Ghana. Mais le problème, c'est que ce projet a été abandonné depuis. Et on n'a plus vraiment entendu parler de quoi que ce soit, en fait, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que quelque chose qui aurait pu motiver. Comment dire? Qui aurait pu motiver et soutenu la position du Togo concernant cette frontière maritime-là. Mais on n'a plus rien entendu. Est-ce que ce pétrole est vraiment exploité ou pas? Quels sont vraiment les enjeux, etc. On n'a plus rien entendu. Alors que de l'autre côté du Ghana, ils jouent complètement le jeu de la transparence, tu vois. Et eux, ils affichent directement la couleur. Voilà, ils ont eu ils font de la prospection pétrolière, ils savent qu'il y a des réserves à ce niveau-là, ils comptent faire voilà, des recherches exploitées et tout ça. Donc, est-ce que ça ne va pas jouer
dans la balance. Le fait que, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, Milaway, dans les jurisprudences, effectivement, le fait d'avoir déjà une exploitation pétrolière en cours ne va pas pour le traçage dont il se réclame. Mais est-ce que ça va pas quand même jouer dans la balance? Moi, c'est ce qui me fait peur, parce que avec notre gouvernement, on ne sait rien en fait. Ils sont complètement dans l'opacité et ils ne font rien. On ne sait pas s'ils ont mis en œuvre tous les moyens pour pouvoir défendre les réserves qui ont été découvertes par Eni. Donc, quelque part, c'est un peu le flou, quoi. Et moi, je pense que ça pêche, parce que je pense que ça pêche parce que ça ne va pas nous aider dans ce conflit-là. Voilà, dans ce litige, je pense que ça ne va pas trop nous aider de ne pas avoir été transparent sur les ambitions d'exploitation pétrolière du Togo dans les 10 années qui suivent. Aujourd'hui, on ne sait même pas, les Togolais ne savent même pas s'il y a du pétrole qui est exploité au large du Togo ou pas. On est dans plein de spéculations. Donc, moi, c'est une question que je pose. Est-ce que ça ne va pas pêcher dans ce litige? Est-ce que ça ne va pas aller à notre rencontre? Ça ne va pas jouer contre nous? Voilà, ce manque de transparence. Voilà, c'est une question que je pose. Exactement, je voudrais rajouter un petit truc très rapidement. Ok. Un instant, jeune junior. Monsieur Ditry, quand vous posez souvent ces questions, quelquefois je me dis, est-ce que vous êtes étranger au Togo? Parce que au Togo, on nous considère, c'est comme un propriétaire qui veut peindre les murs de sa maison. Est-ce qu'il viendra demander et expliquer au locataire le pourquoi il a choisi la coloration ci au lieu de l'autre? Mais non, c'est comme ça on est traité au Togo. Lorsque vous êtes traité comme des locataires dans votre propre maison, c'est comme ça on vous traite. Le Ghana, les responsables ghanéens savent qu'ils ont une obligation de résultat et d'explication à leur peuple, ce qui n'est pas le cas du Togo. Et pour le cas du Togo, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait qu'on ait quand même une vue synoptique de la situation togolaise. Elle va de l'économique en passant par la politique et la géopolitique, en fait la conservation du pouvoir. Il y a cette thématique-là qui est toujours dans la démarche du peuple et du gouvernement togolais. Pourquoi vous avez parlé de 2010? Non, il n'y a pas que 2010. En 2001, on parlait du pétrole de Kofi Panou. Ceux qui se rappellent, ceux qui ont une mémoire encore très chose peuvent s'en souvenir. Le pétrole de Kofi Panou, c'est depuis 2001 qu'il y a eu une première prospection où Eyadema Gnassingbé de sa propre bouche a dit aux étudiants qu'ils ont découvert du pétrole dans la mer, et que déjà à partir au moment où il faisait ce discours-là sur le campus universitaire de Lomé, il a eu à dire qu'à partir de lundi, le pétrole sera exploité et que les étudiants togolais n'auront plus à se plaindre. Maintenant, déjà pour la question, c'est quoi la délimitation? Moi, je voudrais dire ceci. Au niveau de la délimitation, et comme l'a dit si bien Milaway, et puis après, je pense, c'est Jeune Junior, nous avons ce que nous appelons les eaux territoriales. Les eaux territoriales qui vont de la côte jusqu'à 22 km à l'intérieur de la mer. Ça, c'est nos eaux territoriales. C'est les eaux territoriales de chaque pays. Ensuite, on a ce que nous appelons les eaux extraterritoriales. Et ces zones extraterritoriales vont jusqu'à, on peut dire jusqu'à 300. Et enfin, nous avons ce que écrivait M. Kalia en bas dans les commentaires, la ZE. La ZE, c'est la zone économique exclusive qui va jusqu'à 370 km.
Et c'est là où on pense, et on peut se tromper, que le Togo exploite actuellement du pétrole offshore. C'est cette zone-là où on pense que le Togo exploite peut-être le pétrole et, comment dirais-je, et offshore. Maintenant, pour revenir à ce que, quand moi j'ai parlé des triptyques, vous pensez que c'est pour rien que Nana Akufo-Addo a torpillé les discussions lorsque le Togo, lorsque la population togolaise s'était levée pour chasser fort? Vous pensez que c'est pour rien que Nana Akufo-Addo a torpillé les négociations? Il y avait des deals. Appelons un chat un chat. Il y avait des deals. Mais comme ce gouvernement ne respecte jamais sa parole, le gouvernement qui a succédé à Nana Akufo-Addo a compris que ce gouvernement était un menteur. Et c'est pourquoi eux, ils ont pris les voies juridiques. C'est pourquoi ils ont pris des voies juridiques. Parce que ce gouvernement ne respecte jamais ses paroles. Et étant donné qu'au Ghana, la continuité de l'État est prédominante, ils ont dit, mais tiens, il est temps de débusquer le lièvre. Oui, ils ont porté l'affaire juridique. Le nationalisme et le patriotisme m'amènent à dire que oui, je veux que le Togo gagne cette affaire. Je voudrais que le Togo gagne cette affaire. Parce que le Ghana, il y a eu un précédent, comme l'a dit Milawe, où le Ghana a gagné l'affaire contre la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, en utilisant la jurisprudence des bisectrices et du plateau continental, je pense qu'on pourra gagner cette affaire. N'oublions surtout pas que nous ne parlons pas forcément, en fait, des eaux territoriales, mais de l'exploitation du plateau continental. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Et par rapport à cela, on a une obligation de conserver ce que nos ancêtres nous ont légué. Ceux-là ne sont que des imposteurs, et ce n'est pas parce qu'ils sont des imposteurs que nous n'allons pas vouloir que nous gagnions cette affaire. Nous allons gagner cette affaire. Maintenant, c'est à nous de voir et de commencer déjà par dénoncer la façon dont ils conduisent l'affaire, comme le dit si bien Ditri. La preuve, c'est toujours leur clan, leurs amis qui sont au devant. On va voir encore les maîtres Ndjele par là, les quoi par là, qui seront en fait les avocats de l'État togolais, qui ne foutent rien, qui sont dans un mimétisme pas possible pour pouvoir, ne serait-ce que tirer leur gain financier. Un Damipi Napoku, bien Nopoku, je ne sais quoi là, et qui sera en fait le responsable de la délégation. Pourquoi faire? Il faut vraiment être dans la diaspora. Vous avez des gens qui sont des experts dans ce qu'on appelle en fait ces champs de litige juridique. Il est temps que le Togolais et que le gouvernement togolais arrête de tuer en fait l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres dans une optique de s'éterniser au pouvoir. Et c'est dans cette optique de s'éterniser au pouvoir que le Togo n'a pas, comme a posé la question d'Itri, pourquoi est-ce que le Togo n'a pas pris les devants? Le Togo n'a pas pris les devants parce qu'il fallait négocier avec le Ghana et ne pas réclamer des choses, et ainsi le Ghana ne sera pas peut-être un réservoir des gens qui sont contre le régime. Et c'est ce qui se passe jusqu'alors. Il faut que ça s'arrête. Il faudrait qu'on arrive à sortir de nos intérêts personnels et chercher l'intérêt supérieur de la nation togolaise. Faut n'a qu'à savoir qu'il est biodégradable. Qu'il le veuille ou pas, il passera. Mais la nation togolaise demeurera. C'est très important. Qu'il le veuille ou pas, il passera. La question, par exemple, du Togo britannique, ça c'est aussi une autre phase. Et si, juste après les 60 ans qu'il fallait, où le Togo allait réclamer ce territoire, ne l'a pas réclamé, nous savons aussi pourquoi. Mais on dit souvent que on va y arriver. Je m'arrête là. Ouais, monsieur Africa, il y a Timat, il y a un nouveau sur le panel, là. Timat, c'est Timat ou c'est quoi?
Timati. Timati. Je voulais dire, mais Timati, je voulais dire, en fait, mais Africa, la question que j'ai posée, c'est une question rhétorique, hein. C'est justement pour alimenter le débat. Je sais très bien que ces gens-là... J'ai très bien compris. Voilà, ils ne nous considèrent pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis inquiet, moi. C'est pour ça que je suis inquiet, parce que ils n'ont pas pris le devant. S'ils n'ont pas pris le devant, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis en place toutes les recherches, enfin, toutes les recherches techniques ou bien tous les moyens techniques en place pour pouvoir sécuriser cette zone-là et tout, parce que c'est quand même irresponsable de demander à une société qui a fait des prospections, qui a trouvé des traces de pétrole. Mais après, moi, je dis 2010, mais tu sais que Africa, le pétrole, les prospections au Togo, ils en faisaient déjà dans les années 60. Hein. Je pense qu'il y avait même eu en 69 une plateforme pétrolière au large du Togo qui faisait des forages et qui, je ne sais pas si exploitait de l'or et tout ça, mais dans les années 69, il y a une image là sur que vous pouvez aller voir sur le compte de Le Visionnaire Togo, mais il y avait déjà une exploitation et il y a des installations de plateformes pétrolières au large du Togo déjà dans les années 70. Donc, il y a vraiment un problème là d'incompétence, de manque de vision, de manque de volonté de la part de ce gouvernement. Et peut-être de cupidité aussi, parce que au lieu de verser cette gestion pétrolière dans le domaine public, ils préfèrent se l'accaparer, faire une gestion opaque de ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que, à cause de leur incompétence, de leur cupidité, nous allons aujourd'hui peut-être perdre une richesse incommensurable. Comme tu l'as dit. Maintenant, quelqu'un dit dans le commentaire qu'il paraît que suite à 2010, suite aux recherches à la prospection de 2010, la réserve a été déclarée économiquement non rentable ou inexploitable. C'est-à-dire que ça nous coûterait beaucoup plus de l'exploiter que ça nous rapporterait de l'argent. Oui, mais ça, c'était avec les technologies de 2010. Mais est-ce qu'il y a eu depuis un suivi? Est-ce qu'il y a eu de la part de ce gouvernement quelqu'un, ou bien, comme tu l'as dit, est-ce qu'ils ont fait appel à l'expertise de la diaspora? Parce que dans la diaspora, on a plein d'ingénieurs. On a des gens qui travaillent en Australie, en Afrique du Sud, dans BHP Petroleum. Moi, je connais quelques personnes là. BHP Petroleum, c'est une des plus grandes sociétés d'exploitation pétrolière au monde, qui est de nationalité australienne et qui intervient partout en Afrique. Mais est-ce que ce gouvernement de foulot a fait ces démarches nécessaires pour faire appel à toute cette connaissance, pour les aider, ne serait-ce que à sécuriser cette zone-là où on a découvert du pétrole? Je n'ai pas l'impression. Et aujourd'hui, on va en payer le prix, quoi. On va en payer le prix. En fait, c'est ça, mon propos. C'est que on a beau dire tout ce qui est juridique et tout cela, mais même sur le plan juridique, j'imagine qu'il y a aussi des gens dans la diaspora qui maîtrisent bien le sujet en droit maritime et tout, auxquels on peut faire appel pour défendre cela, au-delà de considérations politiques ou quoi que ce soit. Mais ces gens-là, parce qu'ils sont dans une gestion opaque, ils sont dans une visée totalement patrimonialiste, ils ne vont pas faire appel à ces gens. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui craint, c'est ça qui est alarmant, inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de défendre ce bout de territoire, mais le gouvernement incompétent, involontaire et cupide ne va pas mettre en œuvre tous les moyens pour le faire. Maintenant, un problème se pose, c'est que notre sens du nationalisme, notre sens du patriotisme nous dit qu'il faut absolument que le Togo préserve ce bout de territoire.
Surtout qu'il y a des ressources pétrolières sur ce plateau continental. Il faut à tout prix que le Togo garde cela. Parce que demain, quand Ford passera, la génération qui va prendre le pouvoir aura besoin de ces ressources-là pour faire fonctionner le Togo. Mais le problème est que aujourd'hui, nous sommes en passe de perdre ces ressources-là à cause de l'incompétence de quelques personnes. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Qu'est-ce qu'on fait? Aïe, 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 et de flou. Voilà ma question. Merci, Titri. Est-ce que Timati est là? Les nouvelles personnes qui sont arrivées là, moi j'aimerais bien les attendre. Timati, tu es toujours là ou pas? Timati, si tu n'es pas là, on te descend, hein, ton micro est fermé. Est-ce que tu nous attends, Timati? Non, allez. Merci pour les cadeaux. Merci Arimata, merci Peace and Love. Merci à vous. Voilà. Sénateur, bonjour. Bonjour Milawe, bonjour Ditri. Merci de m'avoir fait monter. Je voudrais juste partager quelques points de vue que nous avons reçus par ici et par là à travers la presse togolaise. Depuis que le Ghana, on a entendu la position du Ghana sur cette affaire. En effet, il y a eu une conférence de presse, il y a une semaine ou une dizaine de jours au Togo, une conférence de presse qui a été animée par le ministre de l'administration territoriale et le négociateur en chef désigné par le gouvernement togolais au nom de Nupoko Damipi, qui est l'actuel DGA et directeur général adjoint de la CEB, la communauté électrique du Bénin. Il fut l'ancien ministre de l'énergie et des mines du Togo et également DG de la CET. Donc c'est lui qui a été désigné comme négociateur en chef. Et ce que nous avons reçu de cette conférence de presse, se résume comme suit. La position du Ghana, ce que nous tous nous avions appris, la position du Ghana, le Ghana tient une posture offensive. Maintenant, la surprise au niveau du Togo, c'est que nous pouvons qualifier la position du Togo de passive. C'est ce qui justifie l'inquiétude que moi aussi je rejoins Ditri, en ce sens-là, que c'est inquiétant tout cela pour nous. La posture qu'ils ont tenue à la conférence de presse, c'est que le Togo se veut confiant et rassuré, et que ce que le Togo privilégie la bonne cohabitation, la bonne coopération régionale, le dialogue, la résolution de ces différents frontaliers, tout cela. Et il a été également rappelé que ce que je qualifie d'une surprise de la part du Togo par rapport à la posture du Ghana, parce que ils ont rappelé l'historique comme quoi il y avait une commission des deux pays qui discutait de ces différends, de comment régler pacifiquement ces petits différends, entre guillemets, ce qu'ils considéraient comme petits différends. Et même, entre-temps, il y avait les pêcheurs ghanéens qui arrivaient, qui franchissaient certaines limites. Les Togolais appelaient, disaient non, il faut, et que chacun, il respectait. Et donc, il y avait cette communication entre les deux pays, tout cela. Mais ils ont également fait remarquer que très récemment, le Ghana a renouvelé ses négociateurs ou les membres qui siégeaient dans cette commission-là, et contre toute attente et toute communication, donc ils ont privilégié la voie de l'offensive en allant porter cela devant les juridictions internationales. Et le Togo, sa position, c'est qu'ils sont confiants, ils ont aussi leurs arguments à pouvoir peser dans cela. Et de l'autre côté, les journalistes ont essayé de poser des questions allant dans le sens de qu'en est-il du Togo britannique, tout cela. La réponse, elle a été très sèche, que le différend actuel ne concerne pas le Togo britannique, tout cela, et qu'ils ne sont pas mandatés et ne sont pas disposés à répondre à des questions allant dans ce sens. Voilà un peu l'essentiel que nous avons pu apprendre à l'issue de cette conférence de presse à travers les journaux. Merci. Oui, sénateur,
Ils n'ont pas dit quand, parce qu'il y avait une commission qui date, hein, ça fait déjà plus de 10 ans, bien plus, hein, qui sont là par une commission pour délimiter la frontière maritime. Bah, est-ce qu'ils étaient d'accord sur certains points au moins? Voilà, ou bien non, ils étaient d'accord sur quoi? Et ils n'étaient pas d'accord sur quoi? Bon, ils ne vont pas quand même dire que, bon, en 10 ans, bah, rien quoi. Ils sont là juste à se voir, à discuter, et puis voilà, repartir sans même se mettre d'accord sur tel ou tel point, ou bien sur un principe en disant, bah, c'est comme ça que nous voulons délimiter ou tout. Ce que moi, j'ai pas dit dans mon. Je n'ai pas dit dans mon analyse, c'est que bah, maintenant qu'ils vont se retrouver devant l'arbitrage international, bah, c'est qu'on va leur demander, bah, quand vous faites la discussion, vous étiez d'accord sur quoi? Vous n'étiez pas d'accord sur quoi? Tous ces paramètres-là vont être pris en compte, hein. Parce que quand vous lisez les décisions, hein, que ce soit la CIJ ou bien le tribunal international de la mer, ce sont des décisions de 200 pages à 300 pages. Et donc, à chaque fois, il y a la procédure. On demandait est-ce qu'il y a eu des accords entre les parties. Quand ils discutaient, ils ont discuté de quoi, ils étaient d'accord sur quoi, et tout et tout. Donc, ce sont des trucs. Est-ce que quand vous étiez à la conférence de presse, là, est-ce qu'ils ont abordé ces genres de sujets ou bien, voilà, parce que tout ce que vous venez de dire, moi, j'ai l'impression que c'est juste sur la forme, hein, et s'ils n'ont pas abordé le fond même du sujet. Absolument, le fond n'a pas été abordé, donc je voudrais rappeler que je n'y étais pas. Donc c'est le recoupement que nous avons reçu de ceux qui étaient les journalistes et dans la presse locale, tout cela que j'essaie de résumer et de relater ainsi. Donc voilà, tout cela c'est sûr, ils se sont résolus à nous parler de la forme, et vu que le Ghana est sorti, donc pour éviter peut-être les questions non répondues de la presse togolaise ou bien de la population, tout cela, c'est en cela qu'ils ont fait cette conférence de presse. Mais au fond, rien n'a été concrètement dit sur ce que le Togo pense réellement, la position réelle du Togo. Voilà, tout ce qui a été vraiment dit, c'est quoi? Le Togo se veut rassurant et se dit prêt à apporter ses arguments qui confortent lui sa position par rapport à cette situation. Et voilà, mais au-delà de ça, le Togo privilégie, comme d'habitude, la coopération régionale, le dialogue, etc. Voilà. Et ça ne rassure pas. Hein. Moi, c'est le problème là que j'ai avec ce gouvernement, c'est que ils sont très forts dans l'opacité. Hein, tout ce qui concerne la transparence, voilà, ils jouent toujours le chat à la souris. Voilà, ils n'aiment pas dire clairement, voilà, comment les choses sont et tout. Ils tournent autour, ils font semblant, on cache des choses, on fait cache à cache, et puis finalement ils mettent les populations, voilà, les citoyens dans le noir comme ça. Voilà, on essaie même, voilà, c'est complètement fou, quoi. C'est vrai que, bah, si le Ghana, moi je vous rappelle, si le Ghana portait l'affaire devant la jurisprudence, voilà, devant l'arbitrage international, c'est parce que le Ghana compte sur des arguments aussi, hein. Le Ghana compte sur aussi des jurisprudences aussi à faire valoir, hein. D'accord? Bah oui, hein. Soyons clairs là-dessus, parce qu'eux aussi ont des arguments avancés. Voilà. Le problème, c'est que bah, quand on est en face d'un gouvernement voyou, bah, est-ce qu'ils vont trouver des gens sérieux, des avocats sérieux, voilà, pour pouvoir mener ce combat-là et remporter la victoire? Comme le disait, c'est pas Ditry, bah, ou bien c'est Africa, si jamais ce régime voilà, ne va pas rester éternellement du jour au lendemain, ils vont partir. Si jamais peut-être, il fallait quand même, si jamais il y a des ressources sont confirmées dans cette zone-là, que voilà, la nouvelle équipe qui va diriger le Togo puisse l'exploiter aussi au bénéfice du peuple togolais. C'est très important. Voilà. Jeune Junior. Mila, j'avais une question rapide là pour vous. Tout à l'heure, quand on était en train de parler, la mémoire m'est revenue que à l'époque, quand on allait à la plage, effectivement, dans les années 2006-2007, tout est noir. Et quand on demandait à nos grands frères c'est quoi ces trucs-là, ils nous disaient que c'est du pétrole, en gros. Et je me rappelais, là, tout de suite, en vous écoutant, qu'un grand frère m'a dit, le Togo a une côte penchée. Et que si on commençait l'exploitation,
du pétrole, ça allait partir au Ghana. Ce n'est pas, en gros, pour vous dire que l'argument qu'on nous avait donné à l'époque, là je me rappelle, ce n'était pas que la quantité n'était pas suffisante, mais c'est que le Togo avait une côte penchée en gros. Juste vous dire effectivement que, voilà, en parlant de ça, je me suis rappelé que nos grands frères nous disaient ça. Ça c'est ce que je voudrais apporter à ce que Djitri avait dit. Tu vois, et la question... La côte là, une côte penchante, là. C'est ça qu'on a, ça qu'on parle de concavité, quoi. Voilà. Exactement, voilà. Ça, c'est... Pour ceux qui sont en commentaire, qui nous écoutent, quand on dit que c'est concave, là, c'est penché, quoi. Tu vois, c'est penché comme ça, voilà. Voilà, ceux qui sont en commentaire, qui ne comprennent pas, c'est comme ça. Donc, en gros, comme c'est penché comme ça, si on fait le forage, vous voyez, si on creuse le forage, un gros forage ici, bah écoutez, tout ce qui est le peu de pétrole, si jamais il y en a, le peu de pétrole, mais du gaz qui est ici, bah vont directement venir ici, puisqu'on a une côte penchée, tout va basculer vers le Ghana. Si on fait, si jamais on fait cette tracé-là, ça n'arrange pas le Togo. Ça c'est clair. Maintenant, il reste l'État togolais d'avoir des arguments solides pour dire non, nous ne voulons pas cette tracé-là, mais plutôt, voilà, qu'on fasse une autre tracé d'une autre manière, voilà, pour permettre au Togo aussi d'être dans l'équité, le principe d'équité comme je l'expliquais tout à l'heure. En gros, c'est ça. Hein. Alors. Donc, je vais terminer rapidement, Mila, en disant que c'était comme ça l'histoire, les grands frères nous disaient ça, et ça rejoint donc ce que tu es en train de dire sur la côte penchée. Maintenant, j'ai une autre question. J'ai vu une photo, ça date aussi, de M. Ferdinand devant une plateforme pétrolière qui se trouve sur la côte togolaise, si j'ai bonne mémoire. Donc, et quand on passe devant la plage de Sarakawa ou quelque part là, si on est en voiture, on voit quelque chose qui est monté comme une plateforme. Est-ce que c'est une plateforme togolaise? Et c'est cette plateforme, elle nous dit aujourd'hui que le pétrole togolais est exploité, donc vendu, vrai ou faux? C'est ça ma question. est-ce que nous avons des éléments aujourd'hui pour affirmer haut et fort que le pétrole togolais est vendu, ou en tout cas que le pétrole togolais est exploité? Écoute, Djitri là dit tout à l'heure qu'en 2010, il y a eu des recherches de l'entreprise Eni dans la zone. Et c'est mentionné également dans le rapport de l'ITIE. Depuis que le Togo est entré dans l'ITIE en 2010, c'est mentionné dedans. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de confirmation dans aucun rapport que le pétrole est exploité sur la côte. D'accord? Officiellement, dans les rapports, en tout cas, les documents qu'on a eu à consulter jusqu'à présent, on n'en a pas eu connaissance de ça. Donc, je ne vais pas affirmer. Donc, cette installation sert à quoi aujourd'hui, puisqu'il y a des balais et des hélicoptères entre l'aéroport et cette plateforme, à un moment donné? Non, mais bon, il faut déjà voir, il faut vraiment revoir cette photo et peut-être réétudier. On ne peut pas trop s'avancer là sur ce que tu dis. Moi, je vois pas de quelle photo tu parles, mais je peux te dire déjà que en fait, dans l'exploitation pétrolière, il peut y avoir des plateformes fixes, c'est-à-dire des plateformes en dur construites en béton dans la côte et tout, sur la côte, des plateformes offshore. Mais il peut y avoir aussi des plateformes mobiles. C'est-à-dire des choses qui reposent, qui ne sont pas construites en dur, mais qui sont des espèces de grandes plateformes flottantes qui peuvent aussi extraire du pétrole et tout ça. Donc, il y a tellement de possibilités dans cette affaire-là. Donc, est-ce que c'est peut-être ça dont tu parles, mais je ne sais pas, hein, moi, je sais juste qu'il y a beaucoup de bateaux qui transportent du pétrole brut au large du Togo. Alors, on nous dit que c'est dans le cadre du transbordement, d'accord, mais moi je trouve qu'il y en a beaucoup trop pour du transbordement. Et il y en a trop de bateaux qui font du transbordement au large du Togo. Donc peut-être qu'il faut, je pense, et en plus c'est vrai que quand on va sur les cartes Google, Earth et tout pour aller explorer un peu le large du Togo, on a du mal parce que ce n'est pas des images qui ont été prises par Google. C'est impossible d'explorer ces images-là.
Donc, il y a une vraie enquête à faire à ce niveau-là pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement au large du Togo. Est-ce qu'il y a une plateforme? Si on a une, est-ce que c'est une plateforme mobile ou est-ce que c'est une plateforme fixe? Depuis quand elle exploite du pétrole? Parce que la prospection qui a été faite par l'ENI en 2010, il faut savoir qu'il y a eu un contrat de partage de production qui avait été signé à l'époque. Et puis plus rien, on n'a plus eu de nouvelles. On nous a dit que non, il n'y a eu rien eu. Alors que l'entreprise, la société pétrolière, même avait communiqué sur un contrat qui devait être signé ou bien qui était déjà même signé de partage de profit et tout. Donc, il y a vraiment une vraie opacité sur l'exploitation du pétrole dans notre pays. Et ils aiment trop l'opacité. Comme l'a dit Milao tout à l'heure, dans leur conférence de presse, comme l'a dit monsieur le sénateur, ils se disaient confiants, rassurants. Mais nous avons bien vu là tout à l'heure qu'il n'y a rien il n'y a rien qui nous montre que le Togo puisse être confiant dans cette affaire-là. Donc, ça aurait été bien que lors de cette conférence de presse, qu'ils aillent un peu dans le détail et nous disent en quoi ils sont confiants qu'ils vont gagner cette affaire. Parce que quand cette affaire dépasse le stade de négociation informelle et arrive devant un tribunal arbitral, il faut savoir que là, ça sera les règles qui seront appliquées et point final, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'arrangement et puis c'est les motivations économiques qui vont primer. Ce sera, voilà, on va faire fi de notre histoire commune, de notre proximité culturelle, de notre proximité historique et tout ça, on fera fi de tout cela. Là, ce qui va être pris en compte, c'est les motivations économiques. Voilà, économiques et topologiques, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans les commentaires, c'est Ruth, je pense. Donc, il y a vraiment une crainte à avoir dans cette histoire-là. Ils se disent confiants, mais confiants pourquoi? De quoi? Confiance basée sur quoi? Nous, on aimerait bien savoir ça, en fait. Voilà. Merci. Merci, Ditri. Godman. Oui. Ah oui, sénateur, tu voudrais Oui, je voudrais... Oui, dire que, bon, voilà, Ditri, je suis vraiment d'avis avec vous. Nous aussi, nous sommes inquiets parce que ce qui devrait prévaloir là, c'est les arguments économiques et notre position. Nous ne devons que voir dans cette affaire nos intérêts. Mais quand, pour rassurer la population, on vient parler de privilégier la voie de bonne cohabitation, de coopération régionale, de dialogue mutuel, tout ça, bon, ça inquiète. Face aux intérêts de nations, ça inquiète. Exactement, voilà. Exactement. On a l'impression d'une certaine naïveté dans l'histoire, quoi. Et c'est bonne coopération, bon voisinage, mais ça ne va pas jouer dans la balance devant le tribunal arbitral. Tu vois ce que je veux dire, sénateur? Ça ne va pas jouer. Donc, on a l'impression d'une certaine immaturité et ça fait peur parce que on sait qu'il y a des expertises dans la diaspora togolaise qui sont capables d'aller traiter ce dossier et de le gagner. Voilà. Mais nous n'avons pas l'impression que le gouvernement prend les mesures qu'il faut pour y accéder. Parce que là, il s'agit de l'avenir des générations futures du Togo. Voilà, une exploitation pétrolière, c'est 10 ans, 20 ans au minimum. Donc, franchement, il y a un problème. Il y a un problème. Et merci, sénateur, pour l'information que tu nous as donnée. La plateforme de l'ENI, c'était une plateforme flottante. Ok, bah oui, bien sûr. Donc, il savait très bien qu'il n'allait pas durer sur place. Bon. Bref. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Je vois que ça ne tapote plus là. Voilà, on est au moins une centaine dans les commentaires, dans le live. S'il vous plaît, tapotez quoi. C'est le minimum pour soutenir le live. D'accord? Tapotez, partagez, s'il vous plaît, tapotez. Depuis là, on est à combien de tapotage même? Je sais pas. Hein? On est juste combien? C'est un mois, très vite ça. Tapoter. Oui, Godman, vas-y. Oui,
Ok. En ce qui concerne l'exploitation du pétrole togolais dans la haute mer, moi, à mon humble avis, comme quelqu'un vient de le dire, si réellement les nôtres, ceux qui sont aux affaires, voudraient ou bien briller de l'opacité dans la gestion du pays, étant donné que cette éventuelle exploitation se trouve en offshore, autrement dit très loin des côtes, est-ce qu'on a besoin d'avoir une plateforme au niveau de la côte pour nous prouver ça? Non, puisque ce sont les étrangers, les étrangers qui font cette exploitation-là. Les bateaux viennent d'Europe. On ne va pas passer par la côte togolaise visible ici pour faire déplacer les bateaux. Les bateaux sont déjà à l'extérieur, très loin dans les eaux. Alors, si ces bateaux-là viennent là, et puis ils s'embarquent et on fait le chargement de lieu de l'exploitation, ça peut continuer leur voie pour aller en Europe. On n'a pas besoin d'avoir les plateformes juste dans le port ici pour nous faire savoir qu'on exploite quelque chose. Puisque il semble que, je ne sais pas s'il s'agit de la spéculation, Agbéomé en avait parlé depuis 2010 comme ça, que quelque chose comme ça se passait dans le pays. Alors, si on ne veut pas que la population sache comment se fait qu'on va exploiter quelque chose. D'ailleurs, ça ne rend pas l'exploitation économique. On va quitter depuis offshore pour venir à la côte ici, montrer ça à la population avant de repartir. Non? Le lieu d'exploitation est équidissant par rapport à la destination de là où ça doit aller et la côte. Est-ce que vous voyez? Donc, si réellement on ne veut pas, comme on le pense, moi je ne peux pas dire, ou bien je ne pense pas qu'on peut avoir une plateforme à la côte qui va nous faire, qui va nous affirmer, qui va nous prouver que réellement il y a une exploitation du pétrole. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, moi je m'arrête là. Bon, merci Godman pour ton intervention. Ferme ton micro s'il te plaît, mute-toi. Que sinon, bonjour. Que sinon, est-ce qu'il est là? Alors que sinon, bon, il n'est pas là. Allez, au revoir. Oui, dites-le, oui. Question premier. Oui, bon, mais après, on peut faire peut-être donner la parole à tout le monde pour un dernier avis sur le sujet avant de vous dire. Ok, bah, Junior. Non, mais c'était ça mon inquiétude. C'est pour la première fois, je dis que je fais confiance aux Togolais, qu'il y a de l'argent là-bas. Et déjà, rien qu'à attendre le nom du médiateur, rien à voir avec la personne elle-même, hein, mais de par les méthodes de fonctionnalité de ce monsieur devant, en tout cas à ses postes de responsabilité, ça craint. Moi, je pensais que quelqu'un a été nommé, ils ont pris des experts, ne serait-ce que des avocats accrédités auprès de la Cour internationale, accrédités auprès des tribunaux et autres, mais non, on dit il y a une délégation, mais non, c'est assez opaque aussi cette conférence de presse, parce que je dis j'ai confiance et quelqu'un vient nous dire qu'il y a une conférence de presse qui a été faite, le fond n'a pas été évoqué, là, je pense qu'ils ont parlé juste de la forme. Aujourd'hui, choisir la médiation, vouloir dire donc, si c'est vrai l'information qu'on nous a rapportée, vouloir dire qu'on compte sur les liens de bon voisinage, ça n'a rien amené de bon. Les Américains, les Vénézuéliens, ils étaient toujours courtois avec les Américains, on mis quelques dirigeants. Hein? Il y a de la courtoisie, mais quand il s'agit de l'intérêt national, donc on en a parlé depuis ce matin, c'était ça l'introduction du live. En tout cas, le premier sujet qu'on a apporté dans le live, c'est aujourd'hui, nous sommes à un moment où il faut démontrer sa force et sa puissance, son autonomie. Donc sur un sujet économique assez critique comme ça,
Et moi, je pensais qu'ils allaient gérer ça, mais tu vas faire une conférence de presse sans rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'effectivement, il a dit, quand vous allez devant la cour, il faut produire des choses, il faut montrer des résultats, il faut dire, il y a une commission qui a travaillé là-dessus, il faut ramener des pièces. Il faut ramener des pièces, c'est des preuves, c'est des pièces qui sont rajoutées au dossier. Dire que peut-être le Togo avait pris de l'avance en ayant demandé à des sociétés de faire des études et que finalement on a laissé juste ce sujet comme ça. Et alors que c'est un bon argument qu'on peut aussi mettre dans le dossier là devant le tribunal pour l'arbitrage. Mais voilà, moi je vais dire à ce gouvernement, pour terminer, laisser la parole aux autres, ne pas surtout s'amuser avec ce sujet parce que c'est un sujet économique et puis c'est un sujet qui regarde toute la nation. C'est un sujet assez sérieux qu'il faudrait le traiter avec un grand nombre de sérieux. En tout cas, si c'est pas encore tard, il faudra qu'il se rapproche des Togolais, des experts comme on a dit, qu'il se rapproche même des avocats. Aujourd'hui, on entend aujourd'hui que le Togo paie, si on entend aujourd'hui que le Togo paye un avocat à des coûts de millions d'euros pour régler ce problème, ça nous fera pas mal. Quand j'ai un avocat, un vrai expert auprès des tribunaux qui a participé à la résolution des conflits entre deux États, oui, pour moi ça me ferait pas mal. Que d'entendre qu'il y a une somme qui a été débloquée, une délégation togolaise uniquement, et composée de qui aussi, je ne dis pas que les Togolais ne sont pas compétents, mais pour nous ramener des victoires ou des défaites comme ils ont l'habitude de le faire avec Maître Akere Bourou et autres auprès de la cour de CEDEAO, c'est pas la peine, Dietry, et c'est pas la peine, Mila. Merci. Merci, Junior. Africa, un dernier mot sur le sujet avant qu'on attaque. Oui, merci pour le sujet. Et dans les jurisprudences déjà utilisées, et comme on le disait, moi je préconise plus que ceux qui seront devant de ce dossier, parce que ce gouvernement de dos pour nous, là, la médiocrité en standard de gouvernance, ça ne veut pas dire qu'en fait, quand il y a un bien national à revendiquer, nous allons les laisser en fait galvauder encore ce bien. Non, on ne va pas les laisser brader toutes nos richesses juste pour s'éterniser au pouvoir. Non. Et donc, ceux qui iront dans ces négociations, nous ne sommes pas des experts, mais sachez que dans la diaspora, il y a des experts. Milawe a déjà donné des pistes. Le Ghana préconise la méthode qui ne nous arrange pas. Nous préconisons la méthode des bisectrices. Il y a PIS qui demandait en fait, c'est quoi la méthode des bisectrices? Milawe l'a déjà dit, c'est lorsque les côtes et la configuration des côtes présente une concavité ou une convexité très prononcée. Et ici, n'oublions pas que nos frontières avec le Ghana forment un angle très marqué. Donc, ce sont les critères pour utiliser la méthode bisectrice. Ce que nous pourrons aussi dire ici, est-ce que cette méthode, elle a déjà fonctionné? Oui, elle a déjà fonctionné. Elle a déjà fonctionné, comme l'avait dit, Milawe a déjà cité plein d'exemples. Je vais juste en citer d'autres. On a la convention de Montego, mais B que Milawe a déjà cité, où la convention des Nations Unies sur le droit de la mer a établi cette méthode en délimitant, et ce qui a abouti vraiment à la paix, et qui veut vraiment la paix doit préparer la guerre. Et le Togo, en allant dans cette façon de vouloir en fait arrondir les angles et asseoir une histoire de bon voisinage, quelqu'un qui parle de bon voisinage, sachez que déjà la personne est dans une démarche frauduleuse. C'est parce que l'équipe gouvernementale actuelle sait très bien qu'en fait, elle est illégitime à la tête du pays. Et donc, c'est comme Mia Tagane, dans les filles, Mia Toba Niban. Et puis Mia Toba Niban, il y a voisin qui t'a réussi à les bloquer à haut.
Dès qu'il est, il y a toba ni banque, il y a taga les chiens, et il y a il ne va pas aller frontalement avec ce voisin-là. Il ira en négociation parce qu'il sait pertinemment que cet terme ne lui appartient pas. Et s'il fallait aller frontalement, juridiquement, on ira jusqu'à le débouter lui-même. Donc c'est un peu comme cela que le Togo fonctionne. Il préfère négocier pour qu'il ne soit pas débouté, pour qu'il ne soit pas chassé du pouvoir, pour arrondir les angles, dire que bon, ok, entre-temps, et il y a jeune turbulent les Djomé, on m'a sauna ma sibele que et Ferdinand B on va les biobe nous ça il y a diaspora tant que les virulents contre Yone quand il y a temple tous les Yobodea, c'est la même chose. C'est ça leur négociation de bon voisinage. Il faudrait que nous, Togolais, qu'on se lève comme un seul homme. Parce que ce sont nos richesses. On ne peut pas accepter que ce gouvernement brade nos richesses pour juste s'éterniser au pouvoir et ne rien faire. Une médiocrité en standard de gouvernance, ça fait 21 ans, vous n'avez rien fait. Ce n'est pas en vous donnant encore plus d'années que vous allez faire quelque chose. L'exploitation du phosphate, qu'est-ce que vous en avez fait? À part tous ceux-là qui sont passés, et tous, si vous regardez bien, ils sont de la même corporation, tous sont devenus milliardaires. Et qu'est-ce que les habitants ont eu? Les habitants ont eu comme héritage des dents jaunes. Il faut que ça s'arrête. Voilà ce que moi je voulais dire à ça. Là, si projecteur comme l'a fait Milawe, il faudrait que d'autres panels s'en saisissent. Et ici, je fais une doléance. En même temps à Milawe Ditri et en même temps à ce panel. Ado gros français ali. Ado gros français ali. Mouni Togo qui c'est gros français à dodo. Donc à Milawe et Ditri, je vous exhorte. Si vous voulez qu'il y avait le jeune là qui nous aidait là, et Togodou. S'il vous plaît, vous qui êtes en bas, si vous parlez une langue de chez nous, vous êtes expert dedans, montez, s'il vous plaît, et les DVD. Il faudrait que il faudrait que la vieille qui est au village sache que il faudrait que qu'il sache que n'ayez fort bon bref, vous avez compris. Merci à tous. Merci Africa. Sénateur, un dernier mot pour conclure sur la page de conflit maritime entre le Togo et le Ghana. Ok, merci. Bon, avant cela, je voudrais aussi rappeler que la mission exploratrice de ENI a pris fin, je crois, en 2014. Et le fond, c'est échec de renégociation, de renouvellement du contrat qui les liait. Il est bel et bien vrai que la première mission a identifié des indices pétrolifères, mais a conclu que ce n'était pas en quantité suffisante et exploitable économiquement. Voilà. Bon, maintenant, pour le litige, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est félicitations pour ce live, parce que vous nous avez plus édifié que la conférence de presse qui a eu lieu au pays. Et je m'étonne que même au niveau de la presse, que ce soit audio ou visuel, il n'y a pas de débat aussi riche que ce que vous avez présenté, que je qualifie de masterclass. Ne serait-ce que cela, je pense que cela devrait beaucoup plus situer l'opinion nationale par rapport aux chances
du Togo. Voilà. Mais bon, comme nous avons toujours l'habitude de ne pas... on vous dira que oui, la posture du Togo, elle est la meilleure parce qu'on ne commande pas une affaire qui est déjà devant les juridictions, quoi, etc. Tout ça. Mais cela n'empêche que sur les plateaux, que ce soit la TVT, New World TV, qu'on puisse inviter que ce soit des juristes ou des experts en économie maritime et autres, puisque le Togo en fait vraiment un levier de développement économique. Et voilà, on nous bombarde nos tympans à longueur de journée avec l'économie maritime, qu'on vient nous expliquer du moins les jurisprudences qui permettent de renforcer la position du Togo et ce qu'on qualifierait des menaces, ou oui, voilà, des menaces par rapport à cette affaire-là liée au litige sur la délimitation des frontières du Togo en mer. Encore merci pour toute la qualité de vos interventions et des messages que vous avez su partager ici. Merci, sénateur. Voilà, je pense qu'on doit aller sur le dernier sujet du live. On a fini avec délimitation frontalière. Voilà,